Que signifie vraiment pour une femme vivre seule, non pas en opposition à la société, mais en profonde communion avec elle-même? Dans un monde qui mesure encore trop souvent la valeur d'une femme à travers ses relations, pourquoi de plus en plus de femmes choisissent-elles la solitude? Et si ce chemin n'était pas un rejet de l'amour, mais plutôt la reconquête de quelque chose de bien plus sacré? Aujourd'hui, plus que jamais, des femmes choisissent de vivre seules, non comme une parenthèse provisoire, mais comme un acte délibéré de découverte de soi. La société les qualifie de solitaires, de rebelles, ou même d'incomplètes. Mais Carl Gustav Jung, père de la psychologie analytique, y voyait tout autre chose, la solitude féminine comme un creuset de transformation. Sous la surface de ce choix se cache une confrontation avec l'animus, cette part masculine intérieure, l'intégration de l'ombre, et le grand voyage vers l'individuation, devenir un être accompli, avec ou sans partenaire. Il ne s'agit pas simplement de vivre seul, il s'agit d'une vérité que beaucoup de femmes vivent en silence. La solitude peut être ce qui les libère véritablement. Pendant des siècles, l'identité féminine fut intimement liée au rôle d'épouse, de mère ou de gardienne du foyer. Sa valeur se mesurait à sa capacité à nourrir, obéir et maintenir l'ordre familial. L'indépendance n'était pas seulement découragée, elle était perçue comme une menace. Une femme seule suscitait la pitié ou la méfiance. Sa solitude était interprétée comme un échec plutôt qu'un choix. Mais aujourd'hui, un basculement profond est en cours. De plus en plus de femmes se détournent des chemins traditionnels, non par amertume, mais parce qu'elles ont entrevu une vérité saisissante. L'accomplissement n'a pas besoin de passer par l'autre. Ce changement culturel nous pousse à poser une question essentielle. Qu'est-ce qui a changé? La liberté économique, l'éducation et la lente déconstruction des structures patriarcales ont offert aux femmes des possibilités que leurs grands-mères n'ont jamais connues. Mais au-delà des raisons pratiques, il existe une évolution psychologique plus profonde. Carl Jung dirait que ce mouvement vers l'autonomie n'est pas seulement social, il est archétypal. Une femme qui vit seule ne rejette pas les hommes. Elle affronte l'animus, cette énergie masculine inconsciente qui vit en elle. Jung croyait que toute femme porte en elle un principe masculin, l'animus, qui façonne son intellect, son affirmation de soi et sa relation au pouvoir. Lorsqu'une femme dépend entièrement d'un homme pour sa sécurité ou sa validation, cet animus demeure endormi, voire oppressif, mais la solitude l'oblige à l'éveiller. Elle doit alors incarner les qualités qu'elle cherchait autrefois chez l'autre, la décision, l'autonomie, l'autorité intérieure. Et cela fait toute la différence. Il ne s'agit plus de besoin d'un homme, mais d'intégration du masculin en elle-même. Ce processus est rarement paisible. La société continue de murmurer qu'une femme seule est incomplète, que son indépendance est passagère. Mais la vision jungienne affirme le contraire. Une femme qui entre consciemment en relation avec son animus, au lieu de le projeter sur un partenaire, devient plus authentique. Elle ne cherche plus un homme pour combler un vide, mais entre en relation avec le masculin, avec le monde, depuis un lieu de plénitude. La question n'est alors plus « pourquoi est-elle seule ?» mais bien « en quoi est-elle en train de devenir ?» Au cœur de la psychologie jungienne se trouve le concept d'individuation, ce processus de toute une vie pour devenir qui nous sommes réellement, au-delà des conditionnements sociaux et des schémas inconscients. Pour une femme vivant seule, la solitude devient l'espace alchimique de cette transformation. Privée des reflets constants des autres, elle est amenée à se confronter à la question la plus essentielle. Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Dans cet espace, les distractions s'effacent et le voyage intérieur commence. Mais ce chemin n'est pas sans danger. Jung avertissait, la solitude peut être une arme à double tranchant. Elle peut favoriser une découverte profonde de soi ou devenir une fuite face aux tensions inévitables de la vie humaine. Tout dépend du choix. Une femme qui s'isole par peur ou par blessure non résolue peut stagner dans sa croissance, renforçant ses défenses plutôt que de les dissoudre. Mais quand la solitude est choisie en conscience, elle devient un creuset d'empowerment. Elle apprend à écouter sa propre voix, à valider sa propre existence.
et à cultiver un lien avec elle-même qu'aucun lien extérieur ne pourra remplacer. C'est là que le travail de l'ombre devient inévitable. L'ombre, selon Jung, est cette partie de nous que nous rejetons, nions ou dissimulons, souvent parce qu'elle contredit notre image de soi ou les attentes sociales. Pour une femme seule, cette ombre peut surgir de façon inattendue. La peur de la solitude, parfois, se manifeste non comme une présence discrète, mais comme une angoisse paralysante. Les jugements sociaux, tu finiras avec des chats, tu es trop exigeante, tu es égoïste, résonnent parfois en elle, révélant une honte intériorisée. Même son indépendance peut devenir une ombre si elle s'y identifie trop fortement, l'utilisant comme une armure contre la vulnérabilité ou l'intimité. Et pourtant, c'est précisément en affrontant ces ombres que sa plus grande croissance a lieu. Lorsqu'elle reconnaît sa peur de la solitude sans la laisser dicter ses choix, elle reprend son pouvoir. Lorsqu'elle cesse d'absorber les jugements extérieurs, elle commence à définir sa propre valeur. Et lorsqu'elle équilibre indépendance et ouverture, elle évite le piège du contournement spirituel, utiliser la solitude pour fuir les besoins humains plutôt que pour les intégrer. C'est là le paradoxe au cœur de l'enseignement de Jung. La véritable plénitude ne vient pas du rejet de certaines parties de soi, mais de la capacité à faire lumière sur les coins les plus sombres de notre psyché. Ainsi, vivre seul devient bien plus qu'un simple mode de vie. Cela devient un parcours initiatique. La femme qui emprunte ce chemin n'émerge pas parfaite ni autosuffisante, comme la société aime le glorifier. Elle devient quelque chose de bien plus profond, authentique. Elle ne fuit plus que ses ombres, mais ne leur laisse plus non plus le pouvoir de diriger sa vie. Elle apprend à tenir la tension entre solitude et connexion, entre autonomie et vulnérabilité, jusqu'à découvrir la vérité la plus essentielle, qu'elle est déjà entière. L'un des mythes les plus persistants autour des femmes vivant seules est l'idée qu'elles doivent forcément être seules et malheureuses, comme si la solitude était forcément synonyme de vide. Mais solitude et isolement ne sont pas la même chose. La solitude choisie est un espace de communion intérieure, alors que la solitude subie vient d'un sentiment de déconnexion. Jung dirait qu'une femme qui embrasse la solitude ne manque pas de lien, elle est en train de le redéfinir. Elle peut connaître des moments de solitude, mais elle découvre aussi une capacité profonde à se sentir chez elle en elle-même, une compétence que beaucoup ne développent jamais, trop occupés à s'accrocher à des relations par peur du vide. Autre malentendu fréquent, l'idée qu'une femme qui vit seule renie sa féminité, comme si l'essence du féminin dépendait exclusivement de ses liens avec les autres. Mais l'œuvre de Jung déconstruit totalement cette vision. La véritable féminité, dans une perspective jungienne, ne se limite pas à des rôles sociaux ou à des relations. C'est une force intérieure, une manière d'être faite de réceptivité, d'intuition, de créativité et de force. Une femme seule ne nie pas sa féminité. Souvent, elle l'approfondit, affranchit des projections et des attentes qui l'enfermaient auparavant. Et pourtant, malgré ces vérités, les luttes restent bien réelles. La pression sociale peut être incessante, se manifestant par des jugements subtils ou une pitié déguisée. Des proches bien intentionnés demandent « Quand vas-tu te poser ?» Comme si la vie d'une femme ne commençait vraiment qu'avec un partenaire. Le stéréotype de la femme non aimée persiste dans l'imaginaire collectif, présentant les femmes seules comme des figures tragiques plutôt que comme des individus autonomes faisant des choix conscients. Pire encore, certaines femmes finissent par intégrer ces messages et remettent en question leur indépendance, la prenant pour une faiblesse au lieu d'y voir une force. C'est là que la distinction entre solitude saine et isolement devient cruciale. La solitude saine est un choix, un état vivant où la femme s'engage avec elle-même et avec le monde selon ses propres termes. L'isolement, en revanche, est souvent une fuite, une posture défensive face à une douleur non résolue. Jung insistait sur le fait que le but de la croissance psychologique n'est pas de fuir les liens humains, mais de s'y engager depuis un lieu d'unité intérieure. Une femme isolée peut éviter ses ombres, alors qu'une femme qui choisit la solitude les affronte pleinement. Le vrai défi n'est donc pas simplement de supporter les mythes sociaux,
mais de discerner si sa solitude est un lieu de puissance ou d'évitement. Une femme qui vit seule doit constamment naviguer dans cette tension. Suis-je ici parce que je fuis quelque chose ou parce que je cours vers moi-même? La réponse à cette question détermine si sa solitude deviendra une prison ou un portail vers une connaissance de soi plus profonde, une authenticité inébranlable, et au bout du compte, une vie vécue selon ses propres termes. L'exploration jungienne des archétypes féminins révèle une vérité ancienne. Le chemin de la solitude a toujours été une voie initiatique vers la sagesse. L'archétype de la Grande-Mère symbolise traditionnellement la fertilité et le soin des autres, mais son ombre détient une leçon plus profonde, la capacité à se nourrir soi-même. Lorsqu'une femme vit seule, elle ne renie pas cet archétype, elle le transforme, devenant à la fois la mère et l'enfant dans sa propre histoire. De même, l'archétype de la femme sage ne naît pas de ses relations, mais du processus alchimique qui transforme la solitude en connaissance de soi. C'est là le paradoxe sacré. En s'éloignant des rôles féminins traditionnels, une femme découvre souvent leur essence la plus authentique. Mythologie et psychologie se rejoignent pour nous rappeler que l'autosuffisance a toujours été un chemin spirituel. Les anciennes civilisations vénéraient le féminin solitaire, de la déesse vierge Artémis, libre et indomptée dans les forêts sauvages, à la Pythie de Delphes, dont la sagesse naissait de l'isolement choisi. Ces archétypes nous enseignent que ce que la société appelle solitude a longtemps été reconnu comme un espace sacré, le vide fertile où naît la transformation. Jung considérait ce processus comme essentiel à l'individuation. Se retirer des définitions imposées de l'extérieur permet à l'être véritable d'émerger. La femme moderne qui emprunte ce chemin s'inscrit ainsi dans une tradition ancienne, celle d'un féminin qui retrouve son pouvoir. L'histoire nous offre des exemples saisissants de femmes qui ont transformé leur solitude en force. Prenons Artémis, déesse grecque qui rejeta le mariage pour embrasser la nature sauvage. Son indépendance n'était pas un manque, mais une fidélité profonde à sa véritable nature. Ou encore Virginia Woolf, dont l'essai « Une chambre à soi » exprimait ce que Jung aurait qualifié de nécessité psychologique. Un espace personnel pour libérer l'énergie créative du féminin. Ces femmes ne se sont pas contentées de vivre seules. Elles ont utilisé la solitude comme un creuset pour le génie et la réalisation de soi. Même les figures mythiques comme Baba Yaga, la vieille sorcière crainte mais sage du folklore slave, montrent à quel point la société redoute, mais a aussi besoin de ces femmes qui choisissent la marge. Aujourd'hui encore, des voix contemporaines perpétuent cet héritage. Des femmes racontent les révélations profondes vécues dans leur solitude. L'artiste qui trouve enfin sa voix après des années de silence, la dirigeante qui apprend à faire confiance à son intuition sans chercher l'approbation constante, la guérisseuse qui découvre ses dons dans l'immobilité. Leurs récits résonnent avec l'intuition de Jung. Certaines vérités ne peuvent être trouvées qu'en solitaire. Une femme décrit ses années seules comme « le moment où j'ai cessé de jouer à être une femme, pour enfin le vivre pleinement ». Une autre confie « dans le silence, j'ai retrouvé des parties de moi que j'avais abandonnées sans le savoir ». Ces témoignages révèlent une vérité universelle. La femme qui ose être seule découvre souvent qu'elle ne l'a jamais vraiment été. Elle était simplement en profonde communion avec l'ensemble d'elle-même. Cette étape du chemin mène à une relecture radicale. Et si vivre seul n'était pas un manque, mais une connexion sacrée au féminin divin en soi? La femme qui emprunte ce sentier marche dans les traces des prêtresses, des mystiques et des créatrices de tous les temps. Sa solitude ne devient pas un vide, mais un sanctuaire, où les murmures de sa sagesse intérieure peuvent enfin être entendus. Dans le langage de Jung, elle atteint ce que tant cherchent sans jamais le trouver. Non pas une simple indépendance, mais la véritable individuation, le retour à la maison, en soi. Comme nous l'avons vu à travers le regard jungien, le choix d'une femme de vivre seule est bien plus qu'une préférence de vie. C'est un cheminement psychologique et spirituel profond. La solitude devient un miroir qui reflète les parties d'elle encore inexplorées. L'animus qu'elle doit intégrer,
l'ombre qu'elle doit affronter et les mythes sociaux qu'elle doit déconstruire pour retrouver sa complétude. Ce parcours ne rejette pas la relation, il en cherche une plus profonde, celle qu'elle tisse avec elle-même. Ce faisant, elle rejoint l'archétype ancien de la sagesse féminine, suivant les pas de femmes et de figures mythiques qui transforment la solitude en souveraineté. La vérité est simple, mais profondément subversive. Vivre seul ne signifie pas rejeter les hommes, cela signifie embrasser sa totalité. C'est affirmer que la complétude d'une femme ne dépend d'aucun autre, mais de sa volonté de rencontrer toutes les parts d'elle-même, masculine et féminine, lumière et ombre, force et vulnérabilité. Et dans cette rencontre, elle découvre quelque chose d'extraordinaire, que l'amour, la reconnaissance et l'appartenance qu'elle cherchait à l'extérieur ont toujours été en elle. Et vous, qu'en pensez-vous ? La solitude est-elle un chemin vers la complétude ou reste-t-elle un tabou dans les yeux de la société ? Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir transformateur du temps passé seul ou voyez-vous cette voie autrement ? Rappelez-vous, que vous viviez seul ou non, l'invitation demeure. Cessez de craindre la solitude et commencez à écouter ce qu'elle a à vous enseigner. Car dans le silence, vous pourriez bien rencontrer la personne la plus importante de votre vie. Votre être le plus vrai. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres contenus mêlant psychologie, mythes et cheminement intérieur. D'ici là, continuez à explorer, à questionner et surtout à devenir.